Salut la gang, de retour pour un nouveau épisode de Success Factory. Invité coup de cœur cette semaine au podcast. Pour vrai, on a reçu Marie-Pierre Tessier de l'Étoile de l'entreprise Air Commune et de ILO 84, une entreprise vraiment qui gagne à être connue. C'est sûr que si vous avez déjà été à Montréal, que vous les avez vus sans les avoir vus, ils ont des îlots de travail un petit peu partout dans Montréal, puis ils ont vraiment des beaux événements qu'ils font. Je pense entre autres à ce qui se passe à l'Esplanade de Louvain à tous les jeudis pendant l'été, des super beaux événements, mais ce qui m'a marqué le plus de cet invité-là, c'est vraiment son aspect humain. Une de nos valeurs fondamentales dans notre entreprise chez WaveNC, puis visiblement, c'est ce qui les guide. C'était une conversation très vraie, vraiment remplie de bons moments. Je pense entre autres quand on a parlé du post-COVID, comment que les gens, justement, avaient faim de retour pour aller dans les événements et tout ça. Pendant l'été qui a suivi la COVID, c'était vraiment une super belle discussion qu'on a eue avec elle. On a parlé de sa croissance, naturellement. Chez Air Commune, on a parlé de la fondation. C'est une entreprise qui sont partis à 6 à la base. On a parlé de comment ils se sont rendus à aujourd'hui, des projets aussi qui s'en viennent. De comment ils veulent peut-être aller chercher un marché à Boston, un marché à Toronto, voir comment on peut développer aussi d'autres projets que ceux qu'ils ont en ce moment. C'est vraiment du monde qui sont vraiment allumés et Marie-Pierre en est un bel exemple. Donc, je vous laisse entre ses mains et les miennes. Je vous souhaite un super bel épisode, la gang. Bonjour, Marie-Pierre. Salut. J'ai l'impression que tous les Montréalais vous ont déjà vu un peu, mais sans vous avoir vu. On ne sait pas que c'est ça, mais on a déjà vu un petit îlot à gauche, à droite, sur une des rues de Montréal, piétonnière ou non, ou des espaces que vous avez avec justement ce qui se passe à l'Esplanade de Louvain en ce moment. C'est quoi exactement? Air Commune, faites quoi? Ça ratisse jusqu'où? On va commencer par le début. Oui. Disons, à son plus simple, notre mission, c'est de dynamiser l'expérience urbaine. Fait on nous a vus partout en ville. C'est grosso modo ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une bonne tape dans le dos. C'est une bonne base, exactement. Par la création d'espaces. En général, c'est des espaces éphémères, saisonniers, et l'organisation d'événements. Fait que ça, c'est vraiment nos deux champs d'action, si on veut. C'est les aménagements urbains, la création d'espaces, puis l'organisation d'événements. OK. C'est qu'à peu près 80% de votre temps, parce que vous avez d'autres petits trucs aussi que tu me parlais avant qu'on enregistre. C'est que ça occupe combien de pourcentage de votre temps, ça? Je dirais 60% de notre temps, puis un autre 40% qui est en fait tous les talents qu'on a réunis pour faire ces projets-là. Comme c'était des projets principalement saisonniers, on cherchait des solutions pour les garder à l'année. Donc, on a créé une espèce d'agence à l'interne où on va faire des aménagements urbains, des fois de la fabrication de scénographie, de décors ou de l'organisation d'événements, mais pas au nom d'Air Commune, en white label, là, vraiment l'offrir comme service professionnel. Fait que des entreprises qui vous approchent veulent aller organiser un événement, puis vous les aidez à faire ça. Ça ressemble à quoi le genre d'événement? Même si ça va-tu un petit peu dans tous les sens? Jusqu'ici, au niveau des événements, ça a plus été des services comme aider à la recherche de commandites, par exemple, qui est souvent une des grosses difficultés. Exactement, une des bêtes noires, souvent des événements. Puis nous, avec le temps, on a quand même acquis une certaine expertise là-dedans, fait que ça va être ce genre de service-là. Puis sinon, on a peint un piano argenté pour le concert de Charlotte Cardin à Chiaga cet été. On a fait des installations pour des expositions photos. Ça va vraiment dans le détail quand même. Oui, exactement. Okay. Parce qu'on a un atelier de menuiserie, on a beaucoup de staff en production événementielle, fait que ça nous permet de faire un peu toutes sortes de choses. Si on revient dans le 60%, c'est qui vos gros clients, j'imagine, la Ville de Montréal? Ville de Montréal, les arrondissements. Les arrondissements qui font affaire directement avec nous. Exactement, qui font affaire avec nous. Les sociétés de développement commercial qui vont souvent faire affaire avec nous à travers notre projet ILO d'été, qui est des petites cabines de télétravail en plein air qu'on a dispersées à Montréal. Puis une SDC, par exemple, qui a une artère commerciale qui veut y donner de l'amour, elle va faire appel à nous pour qu'on en installe un sur son territoire. Sinon, autrement, dans ces projets-là, on a beaucoup de commanditaires, justement, des partenaires privés, puis la clientèle qui utilise nos espaces et qui vient à nos événements. Ça va-tu bien, ces petits îlots-là? Mettons que je veux faire justement une activité avec... Parce que tu te dis, on est quand même en plein air, on est dans une rue. Est-ce que c'est une bonne idée d'emmener ma gang un après-midi de 1 à 5 faire
on s'en va travailler dans un îlot carrément sur Saint-Denis ou peu importe. Je dirais que si tu veux amener ta gang pour un meeting précis puis être sûr que l'espace va être libre puis que vous allez pouvoir faire un meeting, t'es mieux de te tourner vers les stations d'été, qui sont vraiment des salles en réunion, des salles de réunion. Qu'on peut louer carrément? Que tu peux réserver, Okay. Exactement. C'est la réservation est gratuite. Puis tu peux réserver, donc t'assurer qu'elle va être libre, tu sais, pour ton groupe, tant qu'à faire déplacer du monde. Les îlots, c'est plus... T'as une séance de rattrapage de courriel à faire un matin, t'as le goût de rester pas trop loin de chez vous, fait que tu vas dans l'îlot plus proche de chez C'est vous. une heure et demie avec ton café, ouais, ça. C'est ça. Fait que c'est plus pour l'usage spontané puisque tu peux pas le réserver, puis c'est l'espace public. Fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui travaille, ça se peut qu'il y ait un itinérant qui dorme, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Fait que ouais, je dirais... Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que c'est la ville qui s'en occupe? Il n'y a pas personne, j'imagine, pas personne va vous appeler pour ça, ils font juste passer directement. C'est comment vous réglez ce genre d'enjeu-là, justement? Ben, tu sais, les enjeux avec les personnes en situation d'itinérance, on en vit beaucoup puisqu'on travaille dans l'espace public, puis on essaie de travailler à travers les arrondissements avec des organismes en médiation, tu sais, des gens qui font du travail de rue, exactement. Mais notre philosophie, c'est aussi, on les a conçus pour le télétravail, ces îlots-là, mais si quelqu'un trouve le confort de dormir dessus, puis qu'un matin, quelqu'un veut y aller travailler, ben il n'est pas libre. Tu sais, c'est ça le principe, là, c'est comme c'est premier arrivé, premier servi pour tout le monde. Fait que c'est plus quand soit il est monopolisé carrément ou qu'il y a des enjeux plus d'agressivité ou de choses comme ça, là, mais ouais, l'espace public, ça vient avec toutes ces surprises-là. Ouais, c'est ça qui arrive. Parle-moi du début, carrément. Air Commune, ça part en quelle année? Vous partez ça à 6, que tu me disais? Ouais. On a parti ça à 6 en 2017. Les 6, on vient du milieu de l'événementiel. Fait qu'on a travaillé dans Pique-Nique électronique, Igloo Fest, beaucoup des gros festivals d'Evenco, de Spectra. Puis, un des 6, en fait, on travaillait tous soit ensemble sur des projets, ou en tout cas, on était des collaborateurs réguliers, disons. Puis un de ces collaborateurs habitait dans le Myland et voyait un terrain vague en plein cœur du quartier où les gens allaient manger un sandwich sur un bloc de béton, où, tu sais, on voyait des gens assis sur la saillie du trottoir qui recherchaient le soleil, qui recherchaient un petit coin pour prendre un café parce que toutes les terrasses étaient toujours pleines super rapidement, puis que tu avais cet immense terrain vacant qui était inutilisé. Puis c'est donc de lui qui est venue l'idée. Il me semble qu'on pourrait faire quelque chose de cool à cet endroit-là. Il dit, moi, je suis capable de stacker des conteneurs. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire avec ce talent-là. On part avec ça. On part avec ça. Fait que ouais, on a comme imaginé un projet, un espace où tu peux travailler de jour, casser la croûte, boire un café, puis où le soir, on peut faire des événements, parce que les événements, ça nous suit, on n'est pas capable de s'en détacher. Et on a pitché cette idée-là à une conseillère de l'arrondissement. Puis on a eu la chance qu'elle a trippé sur le concept puis qu'elle nous a permis de faire un projet pilote d'1 mois au départ, qui était donc Air Commune. C'était le nom de l'espace. Tu dis que les événements ne peuvent pas s'en détacher, mais j'ai l'impression que si tu remontes du début de ce que tu parlais, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous détacher non plus, même après 6 ans, de vouloir comme faire de quoi avec rien. Là. Ouais. Dans le sens que, OK, il y a un terrain vacant là, qu'est-ce qu'on peut faire comme idée? Là? Puis là, vous partez sur les idées, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le fondement de l'Air Commune. Vraiment, puis en fait, c'est carrément ça, le fondement de l'Air Commune, mais une des valeurs qui vous tient... Oui, on remplit le vide, je dirais. C'est quand on voit quelque chose puis on se dit « Ah, ce serait tellement cool! » Tu sais, ce qu'on recherche à créer, en fait, qu'on a fini par réaliser, c'est que quand on déploie un projet, on espère que la réaction des gens, ce soit « Enfin! » Tu sais, que ce soit comme « Ah, c'est brillant! » Il manquait... Ça sert maintenant. Exactement. C'est comme « Ah, c'est ça qui manquait! » Tu sais, de venir créer ce lien-là. Donc, tu sais, on voyait le Myland, c'est 12 000 travailleurs dans un petit quadrilatère où, justement, tous les cafés, toutes les terrasses, tout était plein. Il manquait d'espace pour que les gens puissent se rencontrer, qu'ils puissent sortir du bureau un peu, avoir une alternative à leur salle de réunion. Puis la réponse a été immédiate. Là, on a accueilli 10 000 personnes le premier mois de ce projet pilote-là. Fait qu'on a vu qu'on tenait quelque chose avec ce concept-là. Je pense qu'il
fonctionne bien avec aussi les nouveaux modes de vie où la flexibilité est de plus en plus importante, les tiers-lieux, tu sais, la maison, le bureau, le gap entre D'avoir comme une genre de boîtes-là. barrière, tu parles entre même le travail ou aller prendre ton moment pour toi-même. Oui, mais en fait, c'est que tout est mixé maintenant, tu sais, dans les bureaux, on va quand même rechercher à avoir des endroits pour se reposer, pour socialiser, tu sais, c'est plus juste voici ton cubicule, tu travailles, tu fais ton 9 à 5, tu retournes chez vous. Tu sais, la nouvelle génération de travailleurs recherche quelque chose de bien plus expérientiel que ça. Fait je pense qu'on est venu s'insérer dans ces nouvelles tendances-là en disant, ben on peut être productif et faire ça au soleil, tu sais, aussi, profiter de l'été, tu sais. Fait que, ouais, vraiment, je pense un beau succès avec ce projet pilote qui nous a lancé. Puis en 2018, on a fait une saison complète. Fait que le même espace dans le Myland a été ouvert de mai à fin septembre. Puis l'année d'après, ben ça avait fait des petits. On s'est fait approcher par d'autres secteurs pour venir créer des espaces éphémères dans leur... les autres arrondissements, ils avaient vu ça, on disait « OK, je veux ça ». Ouais. Ben aussi, nous, on s'est dit... Ouais. Vous avez fait des approches. Il y a d'autres endroits de la ville où on pourrait peut-être... venir recréer ça. Est-ce que vous aviez des endroits en tête? Faites-vous partez-vous à l'aventure un soir de regarder les terrains vagues? Ben c'est ça. Tu sais, pour que ça fonctionne, ça prend beaucoup d'ingrédients. Une certaine densité de travailleurs, parce que c'est beaucoup le concept, c'est le work et l'after-work. Donc, on est quand même autour de l'idée du travailleur. Donc, une densité de travailleurs aussi souvent jeunes professionnels urbains qui aiment sortir, qui aiment ces expériences-là un peu innovantes. Du pied carré, donc vraiment un site bien situé qui n'est pas à proximité de trop de résidents parce que quand on rassemble des gens, on fait du bruit nécessairement. Il y a des nuisances. Fait que c'est ça, tout un mix, un arrondissement qui veut bien accueillir ça. Donc, au début, on a pensé beaucoup au sud-ouest, quartier de l'innovation, il y avait quelque chose là qui était intéressant. Ça nous a mené au Vieux-Port. On a fait un projet dans le Vieux-Port. On s'est fait approcher par la SDC du centre-ville de Montréal pour venir créer aussi une espèce de petite oasis de bien-être en plein milieu du méga chantier de la rue Sainte-Catherine qu'on a appelé le Petit Montréal, qui est un autre projet cet été-là. Et la SDC du district central ici nous a interpellés pour un appel d'offres où il y avait ce gros terrain vacant en plein cœur du quartier d'affaires, puis où ils voulaient que, justement, en faire quelque chose. Fait qu'on a proposé un projet, on a gagné l'appel d'offres, c'est devenu Greenhouse à l'époque, qui est devenu Esplanade Louvain, qui est notre site principal là, au moment où on se parle. C'est qui attire quand même beaucoup. Tu me parlais d'un endroit qui a beaucoup de jeunes professionnels. J'ai l'impression, je suis un jeune professionnel qui est dans cet espace-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça de jeunes professionnels ici, mais quand je regarde juste les soirées que vous faites les jeudis soirs, là, c'est rempli, c'est bondé. Puis j'ai l'impression que c'est du monde qui vient un peu partout de Montréal. Ouais. Est-ce que c'est votre notoriété? Comment vous avez bâti cette notoriété-là, en fait? Ben ça a été quand même du travail. Là, c'est un quartier excentré, justement, qui est pas sur le passage des gens qui n'y travaillent pas ou qui n'y vivent pas, par rapport au Myland, par exemple, qui était plus comme « Ah, ben je travaille au centre-ville, je vis dans Rosemont, je vais passer voir mes amis dans le Myland, ça se fait bien. » Alors qu'ici, il faut plus être convaincant pour que les gens traversent la 40, cette fameuse barrière mentale de la 40. Donc, tu sais, au départ, en 2019, il fallait faire des soirées avec beaucoup de partenariats super bien ficelés pour aller chercher des communautés spécifiques puis les convaincre de venir, mais c'était vraiment plus ardu, là. Pour vrai? Ouais, on a fait beaucoup d'événements où Donc là, tu me dis, aujourd'hui, ça va bien, mais il y a 2-3 ans, c'est il y a 3 ans? Ouais, 2019. Donc, quand même, fait pré-COVID. Pré-COVID, exactement. Fait que pré-COVID, c'était vraiment en dents de scie. Il y a des soirées qui ont bien marché, d'autres soirées qui ne marchaient pas du tout. On essayait des choses. Aussi, la première année d'un espace comme ça, t'expérimentes l'ADN du quartier. Ouais. Tu finis par le comprendre, mais ça prend vraiment beaucoup d'essais-erreurs là, avant d'arriver à... Parce que vous êtes quand même bien placé si justement vous voulez aller chercher des jeunes. Je pense à juste Blainville qui est à côté. Ouais. C'est pas à côté, mais ça se fait ça se fait bien, ouais. Parce que vous êtes comme entre de la 15 puis de la 40, c'est comme parfait pour
pas trop loin là, pour un beau petit 5 à 7, Ouais. ou de revenir justement du centre-ville puis de faire un petit arrêt là, un jeudi avant. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes professionnels dans Annecy aussi qui vont choisir ce quartier-là pour ses loyers plutôt abordables, puis la vie de quartier, tu sais, qui est... Donc, on a vraiment... Mais j'y crois. Oui, j'y crois aussi. C'est un super beau quartier, je crois. Je te dis ça en ce moment, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes professionnels, mais je te rejoins sur la vie que d'après moi, ça va s'en venir parce qu'il y a tellement de... Il y a la SDC qui est super impliquée. Il y a des beaux projets en ce moment. Je pense à vous, mais je pense à même vos voisins. Êtes-vous dans le même bâtiment que justement Pixmob? Puis, oui, ouais. Pixmob, qui est une super belle entreprise aussi, Barista. Il y en a, je pourrais en nommer une vingtaine juste on the top of my head. C'est des belles entreprises qui est ici. Puis il y a encore énormément de place. Ouais. Parce qu'on est comme dans un quartier qui est un vestige d'un monde... D'un air industriel. Puis que là, OK, ben pourquoi qu'on ne prendrait pas ça? C'est super bien placé, ce quartier-là. C'est un beau quartier aussi, le reste d'Annecy. Pas loin des... je pense, entre autres, pas loin du métro Henri Bourassa. C'est beau. C'est une belle place à bâtir, à avoir des travailleurs qui viennent. Puis là, on envoie des vestiges, puis il y a encore plein de places qui restent. Que je pense que justement, j'imagine que de par votre mentalité aussi, j'imagine que vous voyez des opportunités là-dessus. Oui, ben oui, complètement. Puis c'était ça, la vision en 2019. On le savait, là, les gens nous disaient comme... T'as peu, c'est où ça? On partait de loin, on sentait qu'on partait de loin pour attirer des foules, puis vraiment devenir créer ces communautés-là. Mais déjà, depuis 2019, la différence est incroyable. Cette année, à l'ouverture, on a eu... notre plus gros événement cette année, il y a eu 5000 personnes. On n'aurait jamais imaginé ça. Ouais. Oh shit, on est loin de 10 000 en un été. Oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport. On fait des plus grosses soirées qu'on faisait dans le magasin. 5 000 personnes rentrent dans l'Esplanade Louvain? Oui. Comment? Ça devait être... évidemment, il y a des gens qui viennent plus tôt. Tu sais, souvent, les gens qui travaillent dans le quartier viennent pour le 5 à 7. Ils vont partir après. Les gens qui sont d'ailleurs, ils arrivent plus à 7-8 heures. Fait avec un certain roulement, là, c'était pas 5 000 personnes en même temps, mais quand même dans la soirée de 5 à 10, ouais. Tu parlais aussi que quand on réunit des gens, ça fait du bruit, là, c'est comme vraiment l'endroit parfait parce qu'il n'y a plus grand monde à cette heure-là. Ouais. De toute façon, il n'y a même pas grand monde à cette heure-là, même si on est midi. Là, parce que c'est super bien passé, mais il y a comme vraiment rien à côté pratiquement de ce terrain-là. C'est parfait, là. On a un bloc de résidents à côté, mais il y a un canal de communication en continu avec eux, puis on a fait vraiment beaucoup de travail sur avoir un système de son qui a beaucoup de petits haut-parleurs de diffusion pour pas avoir besoin d'un gros système qui crache fort. En tout cas, ça a été... c'est vrai que vous avez ça en tête. Oui, c'est vraiment une priorité. Là. C'est sûr que nos projets, s'ils viennent nuire à la qualité de vie d'un grand nombre de personnes, on est passé à côté. C'est ça, c'est pas ça le but. Fait que c'est toujours... C'est impossible de plaire à tout le monde, mais on essaye exactement d'être une valeur ajoutée quand on arrive quelque part et non pas l'inverse. Je fais un petit aparté parce que le fait que ça partit l'Esplanade Louvain juste avant la COVID. On fait un petit segment COVID, mais pas comme habituellement que je te demanderais la question classique, comment ça vous a affecté. Oui. Je suis un peu carré qu'on parle de ça. Mais je vais faire quand même un petit segment COVID dans le sens que vous êtes dans l'événementiel, puis je trouve ça... C'est une des affaires qui pendant la COVID, me faisait dire, oh shit, c'est une des plus grosses affaires qu'on va vivre en ce moment, de mon vivant. Mm-hmm. Quand est-ce que les magasins vont refermer, ça se passera pas, là. Ça peut que ça se passe, on n'est pas à l'abri de ça, mais dans le sens que c'est quand même quelque chose de gros, c'était pour la première fois là. Je me disais qu'après ce moment-là, tout allait goûter meilleur, dans le sens de la première bière que je vais prendre avec des amis, après ça va être incroyable. Le premier moment que je vais vivre, vous êtes au cœur de ça, de par votre industrie. Est-ce que tu l'as senti ça à travers les événements? Incroyablement. C'est vraiment, ben tu sais, t'as pas posé la question, mais on a été incroyablement impacté. Là, d'une minute à l'autre, on a perdu 95% de nos revenus. Là. C'était vraiment catastrophique. Il n'y avait pas de plaisir dans ce moment-là. Là. Non, mais on s'est dit, comme tout le monde, ben on doit se réinventer. On va... Système D, exactement. Puis en fin de compte, on en est sorti plus fort. C'est à cause de la pandémie qu'on a fait nos projets d'espace de télétravail un petit peu partout en ville. Puis l'agence aussi, qui est plus dans des contrats clients, c'est vraiment la pandémie qui nous a amenés vers ça. Puis aujourd'hui, ça nous permet d'être plus diversifiés, d'être plus forts. Fait
on en a tiré énormément de positifs. Puis sur l'événementiel lui-même, l'été 2021, où on a pu recommencer à faire des événements, mais à capacité limitée, fallait s'assurer que l'espace de danse ait assez d'espace entre les gens pour pas, les gens pouvaient danser, mais avec distanciation sociale, ce qui est comme pas évident, là, on peut pas contrôler tout le monde, mais un petit peu moins de plaisir. Ce qui faisait qu'on devait créer des espèces de... J'haïs le mot enclos, mais c'est toujours ce qui me vient en tête, là, un périmètre clôturé devant la scène qui est l'espace danse pour contrôler le nombre de personnes qui étaient dans cette zone-là. On était obligés de vendre des billets. Nous, nos événements sont toujours gratuits, mais là, ça nous prenait les informations de chacun des participants, donc il a fallu qu'on vende des billets. Les billets partaient en 20 minutes. La réponse des gens a été incroyable. Je me disais, c'est fou, là. C'est quand même ce qu'on leur offre. C'est pas une expérience... t'es dans le contrôle, le masque, les clôtures, les ci, les ça. Puis quand même, les gens étaient au rendez-vous. Peu importe ce qu'on faisait, il y avait de la pluie, les gens étaient là. C'est incroyable. C'est vraiment, on l'appelait l'été de la grande soif, là. Il y avait soif, pardon. Il n'y avait pas faim, il y avait soif. Les gens avaient soif. Puis on voyait puis on le sentait aussi, là, tu sais, quand tu travailles en événementiel quelque part, c'est que t'es ému, puis t'es bien quand tu vois les gens se rassembler entre eux puis vivre des moments magiques. Fait que, ouais, c'est vraiment beau de voir. Il y a aussi des gens pour qui ça a été plus lent, là, qui étaient plus dans l'anxiété sociale, tout ça, mais il y avait une bonne masse qui était très, très prête à se réunir à nouveau, là. Peut-être pas d'entendre parler de ça, parce que moi, c'est ça que je me disais pendant, puis ça a été ça, juste pour moi, je suis ultra introspectif. Après, ça va être, je vais-tu le voir, là, je vais-tu sentir qu'on avait faim de se voir, là, ça faisait ça, on avait le goût, là. Ah ouais, nous, on l'a vraiment senti, en tout cas, à travers les événements, là, puis j'ai l'impression que ça a redonné une lancée, peut-être, aux événements. L'été 2022, l'été 2023, les festivals ont explosé. Tout le monde est arrivé avec des grosses programmations. On dirait qu'il y a genre 10 fois plus de festivals qu'il y a 4 ans, puis on dirait qu'ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins, il y a du monde partout. Et on dirait que ça a créé une espèce d'urgence de vivre, puis de sortir, puis de savourer ces moments-là. Donc, tant mieux. Nous, on surfe cette vague-là, puis c'est le fun parce qu'on a quand même eu cette crainte. Est-ce que les gens vont être apeurés à tout jamais, tu sais, de se rassembler à un gros... Je sais pas. Vous n'avez pas fait un sondage léger de 10 000 personnes? Là? Non, puis même... Les gens, personnellement, ne le savaient pas non plus. Tu sais, je pense que tout le monde a gagé un peu selon ses limites, puis son retour à la socialisation. Mais ouais, c'est vraiment bon de revivre ça. C'est cool. Marie-Pierre, vous êtes un OBNL? Oui. Ouais. Un OBNL, c'est souvent sous-jacent à avoir une vraie solide mission et une vraie solide vision. C'est quoi votre mission, vision? C'est quoi les fondements de Air Commune? De Air Commune? Ben, je pense que c'est de maintenir, j'aime bien le verbe maintenir parce qu'il y a quelque chose de toujours être à l'écoute, toujours être vigilant. Fait que de maintenir la vie en ville intéressante, amusante, rassembleuse, puis de maintenir la ville à l'échelle humaine. Tu sais, qu'on puisse devenir dans des quartiers d'affaires, faire des espaces gratuits, un peu décomplexés. Je pense que ça aide à garder la ville humaine, justement, de ne pas être juste dans les investissements, les étages, un après l'autre, les tours qui ne finissent plus de s'allonger, ce qui est très bien, là, je suis absolument pour la densification, mais je pense que sur le plancher des vaches, là, de se garder des espaces où l'humain est dehors, en contact avec les autres, en contact avec la nature, on trouve ça important, pour qu'une ville soit... Puis Montréal est reconnue quand même pour sa qualité de vie, c'est comme la plus petite des grandes villes, dans le sens où tu as un sentiment de vie de quartier, il y a beaucoup de parcs, fait que de maintenir ça, même dans ces quartiers d'affaires, je pense que c'est important pour son ADN. Sans Air Commune, est-ce que tu l'aimes, ta ville? Est-ce que tu l'apprécies? Oui, certainement, mais je l'aime encore plus avec Air Commune. Ouais. Parlons de croissance un petit peu. Ouais. Ça ressemble à quoi depuis en 2019? Là, mettons qu'on est depuis sur 6 ans, ça ressemble à quoi la croissance de Air Commune Hydro-Québec? Très inégale. On est vraiment une machine à projet. Donc, une année après l'autre,
notre croissance, autant économique qu'au niveau de l'équipe, tout ça dépend vraiment des projets qu'on va mener à bien, qu'on va réussir à financer parce que il y a beaucoup d'OBNL qui sont subventionnés à la mission. Nous, c'est pas ça. Nous, on va chercher du financement, toujours mix public-privé, revenu autonome, par projet. Fait que selon les projets, nos années se ressemblent pas du tout entre elles. Fait que je dirais, tu sais, 2017, petit projet pilote, là, on fait ça bénévolement, on travaille, on fait des contrats pour d'autres pour faire notre projet. 2018, on se rend compte que c'est assez gros pour qu'on lâche les autres jobs à côté puis qu'on se concentre là-dessus. 2019, on a fait un pas de géant parce qu'on est passé d'un site à 4. Fait que ça a vraiment explosé, mais c'était peut-être un gros pas. Ça a été comme difficile quand même à arriver à boucler une bonne année financière. Parce qu'en fin de compte, on a fait une grosse croissance, mais qui était en duplication. C'est-à-dire que plutôt qu'un site événementiel, on a 4 sites événementiels à place d'ouvrir d'autres divisions qui sont financées autrement, dont le risque est peut-être différent. Là, quand il pleut sur Montréal, il pleut sur les 4 sites en même temps. Puis, évidemment, la pluie, c'est pas bon pour les ventes. Je te cacherai pas cette chose. Fait que, ce qui faisait que finalement, notre croissance, on a quadruplé le risque auquel on s'exposait aussi. Fait que, tu sais, ça a été une grosse année d'apprentissage sur le il y a certaines choses qu'on réussit à mutualiser quand on duplique les sites comme ça, mais pas tant que ça. Puis peut-être que finalement, les projets se cannibalisent entre eux aussi. En tout cas, fait que fallait le faire. Je pense que, tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, on saisit des opportunités, on défonce des portes, puis on apprend en le faisant. Après ça, 2020, une décroissance certainement avec la pandémie. On est retombé au minimum. Puis là, depuis 2021, on est sur une belle courbe de croissance en montée, notamment les autres divisions, soit les projets de green desking et les contrats clients prennent de plus en plus de place, qui vient vraiment mitiger le risque de l'événementiel. Parce qu'on dépend beaucoup des revenus autonomes, donc des ventes qu'on fait au bar. Et ça, il y a des soirées où il vient 400 personnes parce qu'il pleut et d'autres soirées où il en vient 5000. Tu sais, la différence entre ces choses-là est immense, là. On met bien de la contingence dans le budget puis on essaie de rester conservateur, mais il reste que c'est assez risqué là, comme aventure. Est-ce que, juste parce que tu viens d'en parler, là, puis je veux bandir là-dessus, est-ce que la question environnementale vous fait extrêmement peur? On a vécu une première tornade à Montréal depuis je sais pas quand. Là. C'était un jeudi. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est de quoi que ça vous tente de vous impliquer? Est-ce que c'est de quoi que vous voyez encore une fois, peut-être comme la COVID, puis éventuellement que c'est une opportunité de faire quelque chose d'autre? Et comment vous voyez? Ouais. Ben, ça nous impacte énormément. Là. L'été, j'ai 3 applications météo sur mon téléphone que je regarde aux 7 minutes. Là. Honnêtement, c'est un petit peu... Tu te lèves avec Météo Média? Oui, vraiment, tous les matins, parce que la météo a un impact énorme sur la quantité de personnes qui vont venir aux événements. Donc oui, c'est sûr qu'on essaie... Je pense que le mot d'ordre, maintenant, ça va être flexibilité. Tu sais, on réfléchit à comment rendre le calendrier un peu plus flexible, peut-être pouvoir reprendre des soirées des vendredis quand on n'a pas pu le faire le jeudi. Et le site lui-même, tu sais, c'est différent. J'ai l'impression que même moi, quand j'ai commencé à travailler en événementiel il y a 10 ans, s'il annonçait de la pluie, c'était comme une journée de pluie. Tu sais, on se disait, on va annuler l'événement de toute façon parce que il va pleuvoir toute la journée. Là, on a de plus en plus des météos, des événements météorologiques plus intenses, genre un méga orage violent, mais il va durer une demi-heure, puis après ça va être terminé. Fait que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse... le smog, oui, exactement. Fait qu'il faut qu'on réfléchisse nos façons de faire. Donc, peut-être plus d'espace couvert sur le site pour dealer avec les averses qui sont temporaires, puis se dire, bon, on va quand même avoir une soirée après. Puis oui, tu sais, nous, depuis les débuts, on essaie, dans nos pratiques à l'interne, tu sais, la protection de l'environnement, puis d'essayer d'avoir des événements à faible impact, ça a toujours été prioritaire. Mais là, la résilience vient vraiment de prendre tout son sens, là, de comme, OK, bien, comment on compose, nous, avec ça? Puis
On se parle beaucoup entre promoteurs aussi, tu sais, c'est un petit monde, là, puis de dire, OK, les alertes de smog, justement, c'est la première fois qu'on vit avec ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est notre responsabilité d'annuler un événement pour pas exposer les gens ou est-ce que c'est suffisant de leur dire respectez vos limites, traînez vos pompes si vous êtes asthmatique? C'est des décisions difficiles, on ne veut pas, parce que je sens que vous êtes dans des valeurs très, 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 très humaines, là, de par toute la discussion qu'on vient d'avoir. Là. Mais après ça, je veux continuer ces beaux projets-là. Je veux continuer de faire grandir des espaces qu'il n'y a rien à Montréal. Je veux continuer de le faire peut-être à travers le monde. On en parlera tantôt. Ouais. Mais là, en étant pas capable d'avoir des revenus un soir, parce qu'il faut que c'est beaucoup d'argent, justement, quand tu penses à 5000 fois 2 consommations plus l'entrée, là, c'est énorme. Oui, c'est vraiment immense la différence qu'une bonne soirée ou une moins bonne soirée va faire dans les chiffres à la fin de l'année. Fait c'est pour ça que, tu sais, l'événementiel, c'est comme... ces espaces-là événementiels, je pense que c'est notre laboratoire, c'est souvent ce qui motive le plus l'équipe, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est une aventure, là, vivre un été, de faire des événements à chaque semaine, tout ça. Mais en termes de business, tu sais, d'entrepreneuriat, il faut qu'on développe plus les autres divisions pour que ce soit comme notre vitrine et notre laboratoire, mais que d'un point de vue de la santé financière de l'entreprise, ça peut pas dépendre de ça. Et de moins en moins, justement, avec la météo. Fait que c'est de penser aussi, tu sais, à travers nos projets, bon, ben, si on met 40 îlots dans une ville, si ces îlots-là sont des petits îlots avec de la végétation aussi, bon, ben, on contribue à réduire les îlots de chaleur. Tu sais, on peut, ça nous motive aussi à apporter des solutions à ces enjeux-là qu'on constate. Mais ça nous oblige aussi à être vraiment résilients et créatif. Pierre, on a parlé de 2017 à 2023. Ouais. Mettons qu'on parle de 2024 à 2030. Ça ressemble à quoi le développement, la croissance de Air Commune? Eh bien, on aimerait ça continuer à construire sur les bases qu'on a à Montréal. Fait que, de poursuivre les projets qui vont bien en ce moment, le réseau îlot d'été, les stations d'été, donc deux salles de réunion en plein air. Si on s'arrête déjà là, ça ressemble à quoi de pousser ça? Parce que vous êtes quand même à beaucoup d'endroits. Est-ce qu'il y a il y a encore plus d'endroits que vous voyez des opportunités? Oui, bien, tu sais, surtout pour îlots et stations d'été, comme ce sont des projets qui s'exportent beaucoup plus facilement. Tu sais, on a déjà travaillé avec Victoriaville, avec Longueuil. On fait le tour des autres villes québécoises, peut-être. Beaucoup de villes ont les mêmes enjeux, là. Adapter notre ville au télétravail ou ramener des gens au centre-ville. C'est comme les deux choses qu'on entend le plus, puis pour lesquelles le Green Desking peut venir aider, contribuer. Donc, les autres villes québécoises, mais on est aussi en discussion avec Boston, Toronto, donc on pense aux autres villes canadiennes ou nord-américaines, tu sais, parce que c'est sûr que ce qu'on fait est très américain dans le sens où ça prend de l'espace en ville, tu sais, les villes américaines ont souvent ça, ouais, c'est ça. À un Bruxelles, là, mettons. Exactement, c'est plus adapté, je pense, à ce qui se passe ici, puis les marchés sont plus proches, c'est un petit peu plus facile à développer, fait qu'on est comme focus pas mal là-dessus en ce moment. Faire grandir la division contrat client, tu sais, là, on a un atelier de menuiserie, ce qui nous permet de tout ce qui est bois, de le faire nous-mêmes, mais on doit sous-traiter le métal. Alors, on est comme, bon, peut-être que c'est une autre corde à notre arc qu'on pourrait ajouter, tu sais, d'être plus autonome vraiment dans toutes les paliers de fabrication. Vous mettre en relation un de nos clients au Evency, c'est Alliance Métal Québec, qui est un regroupement de fabricants en métallurgie. Possiblement, oui, effectivement. Je pense qu'il semblerait que cette industrie-là a besoin d'un renouveau en ce moment. Il travaille fort. Mettons, justement, Alliance Métal Québec, c'est un projet gouvernemental pour aider à comme regrouper ça, à amener un virage numérique à tout ça, que ces entreprises-là aient carrément un site web. Ils sont en train de développer un portail pour que carrément quelqu'un qui a besoin d'un fournisseur aille sur ce site-là. On n'est pas encore à la dernière version de ça. Ouais. Dans un projet, il n'y a jamais une dernière version, mais c'est en cours, mais c'est hot ce qu'ils font. C'est intéressant. Mais ouais, je savais pas que ça existait. Mais ouais, ça, c'est dans les choses qu'on analyse, mettons, en ce moment. Fait on n'a pas d'intention de
de devenir une espèce d'immense là, multinationale. Je pense qu'on aime l'échelle humaine, encore une fois, que notre entreprise a en ce moment. Mais jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est beaucoup sur une base d'1 an. C'est des choses que tu dois renouveler. C'est éphémère, c'est saisonnier. Puis là, on recherche plus du long terme, de pérenniser certaines choses. Puis, ouais, je pense d'intervenir dans d'autres villes, c'est quand même un rêve qu'on a qui commence à se réaliser. Quelle serait la plus potentielle? Est-ce que, mettons je sais pas s'il y en avait d'autres, mais Toronto, Boston, que tu as parlé, est-ce que ça, vous êtes pour parler avec eux? On est-tu avancé? C'est juste un intérêt qui se développe? Non, on est avancé. C'est eux qui sont venus vers nous. En voyant ce que vous faites ici. En voyant ce qu'on faisait ici. C'est une belle tape dans le dos, ça. Oui, vraiment. Puis en disant comme, ça, c'est intéressant. Comment ça pourrait prendre forme chez nous? Fait que c'est sûr qu'on répond à l'appel. Puis c'est des villes qui, justement, je pense, ont des espaces et des enjeux qui ressemblent à ce qu'on connaît ici à Montréal. T'sais, on n'est pas des urbanistes dans le sens où c'est vraiment par la pratique qu'on a fini par observer les problèmes et les solutions qu'on pouvait vivre dans les milieux urbains. Mais oui, Toronto, j'y crois beaucoup. Là, en plus, c'est tout près. Il y a des partenaires avec qui on travaille ici, des promoteurs immobiliers, par exemple, avec qui on travaille ici, qui ont des propriétés dans ces villes-là. Donc, il y a comme quelque chose de naturel qui, je pense, va porter fruit. Est-ce que ça ferait du sens d'aller chercher une partie d'urbanisme aussi pour votre entreprise? Parce que j'imagine que vous allez être des très bons gestionnaires de projets pour amener un côté humain à un développement. Mais oui, j'adore ça. En fait, je pense que c'est plus dans le encore plus long terme, les terrains vacants ne le restent jamais éternellement. Là. La ville, ça se développe. Fait que de faire partie d'un consortium pour déposer un projet permanent où nous, on pourrait être le joueur, ben voici comment on peut aménager l'espace public, d'aller plus loin que le parc ou que la place publique, venir ajouter des usages avec l'expérience qu'on a. Ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait. T'sais. Puis là, dans ce contexte-là, travailler avec des architectes, des urbanistes, une espèce d'équipe multidisciplinaire, puis nous arriver avec notre expérience, c'est quelque chose qui serait vraiment cool. Tu parlais tantôt que vous développiez, j'ai aimé ton terme, le plancher des vaches. Est-ce qu'il y aurait une volonté de le faire aussi de par le fait que vous travaillez dans les villes? Est-ce qu'il y a une volonté de le faire sur les toits aussi? On a reçu récemment Hélène Saint-Jacques de la Centrale agricole, qui est un recrutement justement qui travaille en collaboration avec des entreprises qui aident à ça. Je pense aussi aux fermes LUFA, que c'est eux qui font leur projet. Est-ce qu'il y aurait une volonté justement de rentrer là-dedans aussi? Définitivement, parce que c'est comme avec les villes qui se densifient, ces espaces-là qu'on retrouve sur le plancher des vaches vont de plus en plus se retrouver sur les toits. C'est comme le potentiel des toits est immense. Fait que oui, définitivement, on a failli à un moment donné installer un îlot sur un toit, puis finalement, pour des détails techniques, parce que c'est autre chose, là, nous, le plan, l'ingénieur, il a mis son seau pour le plancher des vaches, justement, mais le toit, c'est quand même une autre game. Mais, à moyen terme, ce serait vraiment cool. Votre inspiration, elle vient d'où? Je veux dire, est-ce que vous regardez d'autres villes? Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste un coup de brainstorm en gang? On a 10 000 mood boards toujours constamment en cours là, avec l'équipe. Fait que, on regarde ce qui sort en design urbain, en même salle de spectacle en plein air. Vraiment gros mix d'inspiration. Mais au départ, c'est venu comme de notre besoin, du besoin qu'on observait des gens autour de nous. Mais ouais, on regarde, il se fait des choses, il y a des villes, par exemple, comme Singapour, qui... Ouais, c'est ça. En fait, c'est à ça que je pensais en me posant la question. Une espèce de ville ultra moderne qui nous projette un peu dans la ville du futur, là, où la végétation est intégrée, des espèces de forêts sur des murs, presque. En tout cas, il y a toutes sortes de choses vraiment, vraiment tripantes. Là, Ce qui me fait capoter, je vais faire un aparté avec ça, mais je joue souvent un jeu en commençant le matin qui s'appelle GeoGuessr. Ils te mettent sur Google Maps n'importe où.
Faut que tu trouves, surtout en Street View, faut que tu trouves où ce que t'es dans le monde. Puis quand t'es à Singapour, pour vrai, c'est comme je le reconnais tout de suite. C'est tellement proche, il y a tellement une façon de faire qui est comme droite, là, qui est un petit peu, ça ressemble beaucoup à... je pense que le Japon, il ressemble à ça aussi, mais c'est comme, c'est complètement un monde à part de... Ça, tu le sais que c'est américain, ça, tu vois que c'est comme... Il y a un aspect de respect de la nature qui est là que on aspire à faire plus, je pense. On devrait faire plus. Oui, puis tout est intégré. La mobilité active est tellement bien intégrée. Notre gros défi en Amérique ici, c'est un peu de redessiner des choses, des grosses erreurs qu'on a faites dans le passé, là, on va se le dire. Non, c'était des erreurs. Même la personne qui a inventé les centres d'achat a fait son mea culpa après. C'est vraiment pas ça que je pensais que ça allait devenir, là. Mais tu sais, oui, il reste qu'on a des immenses cicatrices asphaltées. Il y a quand même... Notre développement du territoire n'a pas été super inspirant pendant un temps, puis c'est encore un défi, là, je pense, que de le faire. Mais ce que je trouve vraiment le fun de Montréal, c'est que c'est vraiment la ville des possibles. Tu sais, la ville de Calgary, cet été, a envoyé une délégation à Montréal. Ils nous ont écrit, on les a rencontrés. Ils nous demandaient comment vous faites pour que les choses se passent. Nous autres, tous nos projets sont un peu morts dans l'œuf parce que nos permis sont trop longs à obtenir. Il y avait comme pas l'infrastructure pour accueillir des projets de placemaking, d'aménagement éphémère, alors qu'ici à Montréal, quand même, depuis plusieurs années, il y a des projets qui se passent. C'est une grosse machine, là, la ville, puis c'est pas simple à faire, mais on arrive à le faire quand même. Il y a une ouverture autant de l'administration de la ville que des gens. Le public montréalais, pour moi, c'est comme les gens les plus willing qu'il n'y a pas. Ils essaient des affaires. Ah oui, un festival sur un ancien quai, parfait. Il y a vraiment quelque chose à Montréal qui est effervescent puis qui fait qu'on peut essayer toutes sortes de choses. Fait que j'ai foi en cette ville-là pour fabriquer à partir d'un passé plus industriel quelque chose de quand même moderne, à l'échelle humaine, puis trippant. Nous, on va être là. Tellement d'opportunités. On dirait ça fait 4 questions que je te demande. Avez-vous pensé à ça? Ben oui, ça serait vraiment cool de le faire. Avez-vous pensé à ça aussi? C'est tellement motivant de faire ce que vous faites. Le défi, c'est toujours le temps, le financement. On n'arrive pas à tout faire ce qu'on voudrait faire, là, mais... Mais parlons de la question justement de financement que je te disais avant de... Si je te donne justement 100 millions de dollars, vous en avez pour 2 ans à dépenser ça. Vous le dépensez où? Vous le dépensez comment? C'est quoi les projets? C'est quoi vous développez? Parmi tout ce que tu as dit, justement. Parmi tout ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a certainement une partie qui irait de carrément acheter un terrain, là, tu sais, puis développer quelque chose. Justement, aller chercher un consortium trippant, développer notre espèce de quartier du futur de rêve, là, ou au moins un petit îlot du futur de rêve où il y a un mix de résidentiel, de commercial, d'espace vert, mais avec des nouveaux usages, de s'entraîner en plein air, de pouvoir travailler en plein air, puis de mise en commun de plein d'affaires, des vélos mis en commun, en tout cas, je pense que quelque chose de... Ça, ce serait vraiment excitant, là, à avoir... T'irais habiter là? J'irais habiter là, ouais. J'habiterais un peu au travail, là. C'est le seul bémol, mais bref. On a besoin de la barrière. Ouais. Je te pose une couple de questions à faire sur des sujets que j'aimerais ça qu'on aborde. Saine et Sauve, tu es impliqué dans ce projet-là. C'est quoi ce projet-là? Ça te tient à cœur comment? Ouais. Saine et Sauve, c'est un organisme qui œuvre en prévention et gestion des violences à caractère sexuel en milieu festif. C'est une gang d'étudiants et étudiantes qui ont fondé cette organisation-là parce qu'elles ressentaient le besoin de venir assainir le milieu festif parce qu'elles le vivaient au quotidien. Tu sais, leur party universitaire, les initiations, tout ça, pour eux, il y avait un climat malsain qui était encore là et qui est encore là. Puis ils ont décidé de prendre les choses en main, de former eux-mêmes une organisation qui aiderait les organisateurs d'événements à établir une politique de prévention et gestion des violences à caractère sexuel. Puis, elles, carrément, ils ont formé des gens qui sont devenus des sentinelles
qui sont des personnes ressources sur le terrain pendant les parties, pendant les événements. Sur une base de bénévolat? Oui, sur une base de bénévolat. Puis, je les ai rencontrés il y a 1 an parce qu'en fait, ils étaient présents à un événement qui avait lieu à l'Esplanade Louvain. Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce qu'elle faisait. Déjà, je suis féministe, de voir une organisation féministe portée par de jeunes femmes super drivées, là, tout me parlait évidemment là-dedans. Puis, qu'elle s'attaque à un enjeu où je me disais, c'est fou, il y a 10 ans qui nous séparent, tu sais, les fondatrices ont 10 ans de moins que moi. Et elle vivait exactement les mêmes problèmes et les mêmes enjeux que je vivais 10 ans auparavant. Les incidents de violence à caractère sexuel n'ont pas réduit, elles ont augmenté. Tu sais, je me disais, ouais, il y a quelque chose là, il y a un coup de barre qui a besoin d'être donné. Puis visiblement, le statu quo, il ne fonctionne pas. Fait que de voir des gens venir brasser ce statu quo-là, je trouvais ça super motivant. Fait que je leur ai proposé, je leur ai dit, si vous avez besoin d'aide ou de, tu sais, c'était tout nouveau leur organisation. Je suis là, je suis présente. Donc, on s'est rencontrés à quelques reprises. J'ai vraiment agi plus comme conseillère pour les aider, je pense, à brainstormer, structurer un peu leur offre. Et cet été, pour la saison d'événements Air Commune, ben c'était évident pour moi qu'on allait faire un partenariat avec Saine et Sauve. Ce qu'on a fait, donc, elles nous ont aidés à rédiger, établir notre politique de prévention puis de gestion des violences à caractère sexuel. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un signalement? Comment on accueille les signalements? Comment ils nous ont aidé à former tout notre staff pour devenir des témoins actifs, des alliés. Puis finalement, il y avait une équipe de sentinelles à chacun des événements de l'été avec une zone où ils pouvaient faire des bracelets. Il y avait des sentinelles qui étaient là pour accueillir les gens. Fait que c'est vraiment, ça va de... Si tu te sens un peu plus saoul que tu pensais être, puis tu te sens un petit peu vulnérable, tu peux aller t'asseoir avec elle, attendre de dégriser, attendre ton taxi avec quelqu'un, jusqu'à quelqu'un a été déplacé avec toi, puis ça rend l'événement moins agréable. Ben, tu fais un signalement, puis on peut le prendre en charge. Fait que, puis on a eu énormément de retours positifs de la clientèle là-dessus, qui se sentent en sécurité, qui se sentent... De la clientèle, carrément. J'aurais cru, je pensais que tu allais dire de votre coverage médiatique, mais de la clientèle aussi. Oui, retombées médiatiques, effectivement, je pense que c'est le sujet qui a le plus fait jaser dans notre été, qui a attiré le plus l'attention médiatique. Mais j'ai eu des retours super positifs des membres de notre équipe aussi qui étaient comme « Ah, c'est inspirant, c'est vraiment cool que vous mettiez ça en place ». Et oui, de la clientèle. C'est beaucoup revenu dans... On fait des sondages tout au long de l'été. Puis dans qu'est-ce qui distingue Air Commune? Pourquoi vous choisissez de venir à un événement Air Commune plutôt que d'aller ailleurs? Le sentiment de sécurité et de bienveillance est vraiment ressorti. Ouais. C'est cool parce que c'est ne serait-ce que pour la sensibilisation que l'organisme fait, Saine et Sauve, ça aurait déjà été une grosse victoire. Puis là, de le faire, d'avoir ce retour-là de la clientèle carrément, c'est comme une deuxième maudite belle victoire. Vraiment, ouais. Je suis super contente. Fait que c'est sûr qu'on va continuer à travailler ça dans le futur. Ça nous montre que ce coup de barre avait effectivement besoin d'être donné. On n'est qu'au début là, de ce qu'on peut faire. Félicitations surtout à eux d'avoir participé à c'est ça. C'est vraiment... le mérite leur revient complètement. Là. C'est cool que tu t'impliques quand même là-dessus. Quand on est un entrepreneur... On a souvent même surtout dans une entreprise qui est quand même à maturité, là, vous avez 6 ans, vous avez vécu votre lot d'enjeux, vous avez vécu votre lot de victoires. Quand on gère une entreprise, tu es directrice générale d'Air Commune, quand on gère une entreprise, tu as souvent des petits bébés projets que tu aimes te mettre du temps là-dedans, puis que c'est comme, OK, ça c'est mon bébé, là. Je suis en train de... j'aime ça, ça me motive beaucoup. C'est quoi ces projets-là? C'est quoi l'équivalent de ces projets-là pour toi en ce moment dans ton entreprise? Il y a eu, c'est ça, je pense que j'ai eu différents bébés ou chouchous à différents moments. Pendant la pandémie, le réseau ILO-DT, de venir créer ces espaces-là, c'était comme... Il a fallu défricher beaucoup pour faire ça, mais j'y croyais vraiment beaucoup, puis j'avais l'impression que ce besoin-là était criant, déjà, moi, de le vivre au quotidien, de travailler dans mon 4,5 en même temps que mon chum qui est aussi en télétravail, notre appart n'était pas conçu pour ça, puis on l'a senti bien vite. Puis je savais que je n'étais pas la seule dans cette situation-là. Fait que ça me motivait vraiment beaucoup. Fait que quand on l'a vu se concrétiser, ça a quand même eu
quelque chose de spécial, je pense, pour moi. Sinon, en ce moment, on dirait que mes sources sont à l'événementiel. Fait que c'est sûr que l'Esplanade Louvain puis les soirées Air Commune, c'est toujours comme... j'adore le travail d'équipe aussi, puis de voir toute l'équipe de travail saisonnière qui arrive au printemps pour mettre en place cette saison-là. C'est toujours mon petit moment, un petit moment que j'aime bien, qui vient me chercher. Et les stations d'été. Je pense que ce projet-là a un potentiel, un vraiment gros potentiel, parce que là, ça fait 2 étés maintenant au complet qu'on a eu des stations en action. On a vu leur effet sur revitaliser les tours à bureaux, ramener les travailleurs au centre-ville. Puis je sais que les centres-villes à travers le monde ont cet enjeu, ce problème. Les tours sont vides, les travailleurs viennent une journée, semaine, 2, mais c'est difficile. Fait que ça me motive beaucoup aussi de voir ça se multiplier là, dans d'autres villes. C'est cool. Je vous souhaite d'être dans plusieurs villes. Ça va être un beau projet. En tout cas, je trouve ça très, 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 très cool. M'en viens travailler pour vous autres, je pense. C'est pas vrai, Maud. On est à la fin de la saison. Ouais. On est en octobre. Mai prochain, vous recommencez notre saison. Mm-hmm. C'est quoi les 3-4 endroits en mai prochain qu'il ne faut pas que je manque d'îlots à regarder, de stations d'été, d'événements à pas manquer? C'est quoi les 3-4 affaires qu'il ne faut absolument pas que je manque? L'ouverture de l'Esplanade Louvain au printemps prochain, je pense que ça va être fou. Et ça, je pense que ça va être à ne pas manquer. On peut savoir les scoops? Non, j'ai même pas... la programmation n'est pas encore bookée, mais en général, le début de saison, c'est toujours un moment fort, puis la saison a fini dans un moment très, très fort. Fait qu'en général, ça a comme un effet exponentiel sur la saison d'après. Sinon, Centre-ville de Montréal, on va être encore là avec des... Quelle rue, quel coin, Pas encore 100% confirmé, alors je peux pas dévoiler de scoop non plus là-dessus. On veut des scoops, Marie-Pierre, on veut des scoops. Oui, c'est ça. Je cherche qu'est-ce qui est confirmé que je peux scooper. J'espère vraiment qu'en mai prochain, si tu voyages à Boston ou à Toronto, tu peux faire un petit passage. J'espère vraiment. C'est très, très, très avancé. Oui, je le souhaite. Boston est une ville que j'ai été 2 fois. C'est une très belle ville. C'est une ville qui ressemble un petit peu à Montréal, en fait, que je pense à ça. Mm-hmm. Dans la structure, le fait qu'il y a les petits marchés, en tout cas. Un des trucs que j'ai vu sur votre site web, c'était que Air Commune aime ça rendre le quotidien intéressant. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est sûr que ça vient d'une de vos valeurs fondamentales. Est-ce que tu appliques ça dans ta vie aussi? Oui, définitivement. Je suis une grande fan de l'équilibre, mais comment dire? Je pense que j'aime trouver l'équilibre dans les contrastes. J'habite à Montréal, dans un quartier super urbain. Je travaille dans un milieu hyper, hyper urbain et j'ai un chalet sur le bord du fleuve au Bas-Saint-Laurent. Ce contraste-là, je trouve, rend la vie vraiment intéressante. Fait que, ouais, puis, tu sais, au bureau, quand je sens un petit down d'après-midi, je débarque avec des jujubes ou je propose qu'on sorte le meeting dehors. Ou en tout cas, je pense que je suis beaucoup, moi, personnellement, à la recherche de... Des fois, il y a des toutes petites choses qu'on peut faire pour transformer un moment un peu banal ou un peu bof en quelque chose de le fun. Transformer la routine. Ouais, transformer la routine ou de ne pas se laisser abattre. Ce printemps, par exemple, puis là, il y a eu l'espèce de moment au mois de mars où tout le monde trouve l'hiver trop long, puis tout ça, puis je suis arrivée au bureau avec un projet de semis. Tu sais, bon, ben, plantons des semis, on va avoir des petits bébés pousses à regarder au bureau. C'est quand tu plantes des graines comme de plantes de tomates ou de poivrons ou tout ça. On s'est fait un espèce de petit potager sur une table au bureau. Fait que ça, c'est la journée. Là. Fuck le travail aujourd'hui, on fait une petite plantation. Ouais, ça a été une espèce de grosse pause de 2 heures sur l'heure du lunch. Puis tout le monde avait amené son stock, puis on a fait un petit potager de semis dans le bureau. Puis après ça, ben tu vois, le lendemain, puis le surlendemain, tout le monde était comme « Ah, je pense que les pousses de tomates ont sorti. » Tu sais, c'est des petites choses de même qui viennent comme transformer le quotidien. Ma copine, elle aime vraiment beaucoup les plantes, puis elle a acheté un truc, c'est une plante, mais ça a l'air des petites roches, là, littéralement. C'est tellement pas beau. Je chante. Qu'est-ce que t'as acheté? Puis là, un moment donné,
entre les petites roches, tu as comme une petite craque entre ce petit rond-là au milieu. Puis là, un moment donné, il y a une fleur qui sort. Oh shit! Une fleur qui sort. C'est là, fascinant. À tous les jours. C'est tellement absurde, mais c'est tellement la vie en même temps. Là. Oui, puis tu sais, t'es comme, c'est moi qui ai planté, qui entretient cette fleur et qui fait qu'elle est en vie. Tu sais, c'est des petites choses, mais c'est ça. Je pense que ça n'a pas besoin d'être grandiose toujours. On remplace nos plantes. Ça pourrait. C'est ça. Ils sont invincibles, elles ont cette qualité-là. Ouais. Ça, pour ceux qui écoutent en version audio, on a des plantes en plastique dans le bureau. Fait on pourrait peut-être verdifier ça, mais dans le bon sens et dans le vrai sens. Ça pourrait. Le temps file, c'était vraiment une belle discussion. J'aimais ça, c'était très vrai. Parce que je sens très, très, très humain. Puis c'est notre valeur first chez WaveNC. Puis je trouve ça cool quand je vois des humains qui sont très, très, très humains aussi dans ce style-là. Puis c'est vraiment ce que vous faites. Puis je pense que je pense que c'est juste un début, en fait. Ça veut tout dire quand un Toronto, pas que Toronto est une ville si hot, c'est une nice ville, mais quand une autre grande ville américaine, quand une autre grande ville tout court se retourne vers ce que vous faites, ça veut dire beaucoup. Puis j'espère que vous allez devenir un plus grand fleuron que vous ne l'êtes déjà. Merci pour les bons mots puis pour l'invitation. Je finis avec une petite dernière question qui est si on veut s'informer sur Air Commune, sur Marie-Pierre ou tout autre projet que tu veux, comment on fait ça? aircommune.com. That's it. Un gros merci, Marie-Pierre. Merci beaucoup.